Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur l'arthrose de la hanche à l'hôpital de la Tour. Donc, bienvenue à l'hôpital de la Tour. Alors d'abord, je suis Rodolphe Rhin, j'ai l'honneur de diriger cette fantastique institution. On aurait bien sûr préféré vous recevoir tous dans nos locaux. Mais voilà, avec les circonstances actuelles, je pense que vous comprenez tous pourquoi on n'a pas pu le faire. Mais il y a quelques avantages aussi, finalement, à se retrouver en vidéoconférence. D'abord, c'est qu'on peut s'adresser à vous sans masque. On est tellement habitué maintenant dans cette période à voir les personnes masquées. Donc là, on peut s'adresser directement à vous. Et puis aussi, finalement, on s'est rendu compte que avec nos inscriptions, qu'on était obligé d'arrêter à chaque fois pour ce type de conférence au bout de 80 ou 90 participants en fonction de la capacité de nos salles. Et bien là, vous êtes presque 150 finalement à participer et ça nous permet donc de nous adresser à un public encore plus grand grâce à la technologie. Voilà. Et puis l'autre avantage, bien sûr, c'est que eh bien, vous n'avez pas eu à vous déplacer et que là, nos participants, finalement, sont de toute la Romandie. J'ai entendu que jusqu'au canton de Fribourg même, on avait certains d'entre vous qui participaient aujourd'hui. Et je pense que ça a été aussi une manière pour nous de voir voilà, l'intérêt qu'on porte à l'orthopédie de la Tour. On savait que voilà, il y a cette renommée et que notre équipe est connue voilà, bien au-delà des frontières du canton de Genève. Et on a eu la confirmation grâce voilà, à l'analyse de la provenance de tous nos participants à ce webinaire aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas en dire plus. J'aimerais laisser la parole à nos médecins et au docteur Fleury pour cette conférence. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci. Bonsoir à tous, Grégory Fleury. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'arthrose et en particulier de l'arthrose de hanche ainsi que, que du traitement conservateur. Aussitôt que, d'un point de vue technique, j'arriverai à avancer la dia. Voilà, parfait. Donc, arthrose de hanche ou coxarthrose, l'autre nom pour l'arthrose de hanche. Et puis donc, je vais vous parler du traitement conservateur. On va débuter la présentation par l'arthrose dans sa globalité, ainsi qu'un petit peu d'épidémiologie sur l'arthrose de hanche en particulier. Et puis, le but de la présentation, donc le traitement conservateur, que ce soit pharmacologique, sans médicaments, enfin non pharmacologique, sans médicaments, pharmacologique, que ce soit donc par la bouche ou par voie infiltrative. Et on finira la présentation par les recommandations d'arthrose en général et en particulier celle de l'arthrose de hanche. Donc l'arthrose est une pathologie qui coûte cher, environ 2 milliards d'euros par an en France, et elle a des conséquences très importantes au niveau de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire. Et puis pour l'OMS, en 2003, c'était l'une des 10 maladies les plus invalidantes dans les pays développés. Pathologie qui est très fréquente, qui peut toucher jusqu'à un quart de la population générale de façon plus spécifique pour l'arthrose de hanche, avec un risque de développer durant sa vie une arthrose suffisamment sévère, de devoir subir une intervention chirurgicale avec un risque de 10% sur une vie d'avoir une prothèse. La prévalence, c'est le nombre de patients souffrant d'arthrose. Il y a une différence entre l'arthrose symptomatique et radiographique, avec une prédominance des symptômes chez les dames et radiographique chez les hommes. Ceci s'explique par le fait que la radiologie ne reflète pas toujours l'importance de la douleur. Aux États-Unis, l'arthrose du genou et l'arthrose de la hanche est la première cause d'handicap à la marche.
Et ce qu'il faut savoir pour la suite des présentations, c'est que l'arthrose est moins étudiée que l'arthrose de hanche, est moins étudiée que l'arthrose de genou, et qu'une partie des données que je vais vous présenter sont extrapolées des données de l'arthrose du genou. Donc tout d'abord, on va parler un petit peu du cartilage. Qu'est-ce que c'est et où il se trouve? Donc le cartilage est une structure qui se retrouve au niveau de l'articulation, qui est non vascularisée, non innervée, donc le cartilage en tant que tel ne fait pas mal, et qu'il est nourri via le liquide synovial qui est donc produit par les cellules de l'articulation. Le cartilage en tant que tel est composé de cellules qui s'appellent chondrocytes, qui sécrètent autour d'eux une matrice extrasynoviale, et je vais vous montrer des images de biopsie. Les propriétés mécaniques du cartilage sont donc des propriétés de compression, d'élasticité et de glissement, ce qui permet à la marche de se faire sans douleur et souple. Donc ici, sur la gauche de l'écran, vous avez une coupe histologique de cartilage sain avec les travées osseuses sur le bas de l'image. L'image du milieu est un schéma d'une coupe de cartilage avec les cellules et la matrice extracellulaire. Et l'image de droite, ici, est un chondrocyte où on voit la sécrétion de différents types de collagène et de protéines hydrophiles tout autour de lui qui vont agir comme une éponge, c'est-à-dire essayer de garder l'eau un maximum, permettant le glissement et la lubrification de l'articulation. Une autre coupe histologique, où cette fois c'est du cartilage qui est abîmé, où on voit l'évolution du cartilage en fonction du temps et de l'évolution d'arthrose, avec tout d'abord sur l'image de gauche une atteinte des irrégularités du cartilage, puis sur l'image centrale un amincissement de ce dernier, et puis pour le dernier une quasi-disparition du cartilage avec une épaisseur très, très minime. Et puis dans certains cas, on peut même arriver à une disparition complète de ce dernier. Une vision schématique de qu'est-ce qu'est l'arthrose et de qu'est-ce qu'on va chercher comme signe à la radiographie. Donc l'image de gauche est une image normale avec l'espace entre les deux os qui est représenté par le cartilage qu'on ne voit pas en radiographie, et l'image de droite qui sont les signes pathognomoniques de l'arthrose avec le pincement articulaire que vous voyez ici, la présence d'ostéophytes, donc les rajouts osseux au niveau des deux berges articulaires, phénomène au niveau de l'arthrose que l'articulation fait pour essayer d'augmenter la surface, qui n'est pas forcément une bonne idée, et puis des kystes intraosseux qu'on appelle géodes. D'un point de vue radiographique, ça se présente comme ceci. Donc sur la droite, le patient a déjà subi une opération chirurgicale avec la pose d'une prothèse, et sur la gauche, on voit les signes d'arthrose avec un pincement, une sclérose, donc les images blanches de chaque côté de l'articulation, et un ostéophyte, c'est-à-dire une production osseuse sur les bords de l'articulation. L'arthrose est un cercle vicieux qui commence et qui débute par les douleurs, ce qui entraîne une diminution de la mobilité. Qui dit une diminution de la mobilité dit une diminution de l'utilisation des muscles et par là même une fonte musculaire qui peut mener à des lâchages. Les pertes d'amplitude articulaire sont liées aux muscles et à la production osseuse, comme on a vu tout à l'heure, qui peut limiter la mobilité des articulations. Tout ça pouvant mener, avec une diminution de l'activité, à une prise pondérale et malheureusement à des chutes. L'arthrose n'est pas forcément une maladie, comme on entend souvent, pour laquelle on ne peut rien faire. On a des moyens médicamenteux, non médicamenteux et autres pour modifier l'évolution d'arthrose et surtout pour tenter de la soulager. Il y a évidemment des choses qu'on ne peut pas changer, comme l'âge, le sexe, les antécédents familiaux. On hérite le cartilage familial, il y a des familles d'arthrosiques, et non plus pas de ces antécédents de blessures qui auraient pu altérer la structure du cartilage et favoriser par la suite une arthrose. Le poids est un facteur de risque modifiable, pas des plus simples, mais sur lequel on peut agir et pour lequel on sait qu'il a un net retentissement tant d'un point de vue des douleurs que de la progression radiographique de l'arthrose, et ça a été prouvé essentiellement dans le genou. On pourrait également agir au niveau de la sédentarité, de la faiblesse musculaire avec la physiothérapie et une reprise d'activité physique, et au niveau des professions, soit en adaptant la profession, soit en changeant pour certains cas, car on sait que les professions à port de charge lourdes ont un risque d'arthrose plus élevé que les autres, malheureusement, et notamment pour la hanche.
Voilà, donc le vif du sujet, les traitements. Tout d'abord, malheureusement, il n'y a pas de traitement médical permettant de guérir l'arthrose ni de la prévenir, mais d'un point de vue positif, il y a un contrôle possible de certaines conséquences de l'arthrose, tant au niveau des douleurs que de la raideur, avec le maintien des mobilités, de la gêne fonctionnelle et de liquide intra-articulaire qu'on appelle épanchement. Et toutes ces atteintes peuvent être tentées d'être contrôlées par étapes ou de façon simultanée. Ici, une diapositive qui résume les différents traitements possibles avant de les détailler. Donc, les traitements non médicamenteux, puis médicaments, que ce soit par la bouche ou en injection, puis les injections, puis de l'autre côté, les traitements chirurgicaux qui seraient présentés par la suite par le docteur Christophilopoulos. Donc, les traitements non médicamenteux. Toutes les sociétés savantes qui s'occupent d'arthrose mettent en avant ces 4 points, avec tout d'abord l'enseignement, c'est-à-dire expliquer aux patients ce qu'est l'arthrose, une physiothérapie, la réalisation d'exercices et une perte de poids. Donc, ce qui est important, c'est d'expliquer l'arthrose, qu'est-ce que c'est, comment elle évolue, d'où elle vient, quelles sont ses conséquences, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ralentir la progression de cette arthrose, et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue médicamenteux ou non, et d'un point de vue thérapeutique pour tenter d'améliorer l'évolution en expliquant les bénéfices, les effets secondaires et les coûts des différents traitements, parce que certains, malheureusement, ne sont pas remboursés par les assurances maladie. Il conviendra également d'encourager une modification de son comportement de façon générale, tant au niveau de la mobilité qu'au niveau de son alimentation. Responsabiliser, parce que le médecin, aussi bon soit-il, chirurgical, médecin traitant, rhumatologue ou physiothérapeute, tout seul n'arrivera pas à modifier l'évolution de l'arthrose, mais aura besoin de vous pour recommencer à bouger, refaire les exercices à domicile et tenter de faire un petit peu de muscle. Il conviendra également d'avoir des objectifs réalisables pour tout un chacun. Il n'y a pas une recette qui marche pour tout le monde. Et puis, donc, avoir avec une activité physique régulière et progressive, dépendant du niveau de chacun, et un contrôle du poids, et si possible, une perte. Même 1 kilo, on sait que déjà ça a été prouvé, que déjà 1 kilo de perte avait un effet bénéfique, tant sur les douleurs qu'au niveau de la progression future de l'arthrose. Deux dias sur la physiothérapie avant que ce soit détaillé par mon collègue pour les bonnes nouvelles. Donc, on sait que l'exercice a autant d'effets sur la douleur et la fonction que les anti-inflammatoires, mais sans leurs effets secondaires. Que vous bénéficiez de programmes en groupe ou en individuel, l'efficacité est équivalente et que la physiothérapie tant dans son intensité que sa fréquence, sera à adapter à chacun. Et puis que tout ça mène à une amélioration des douleurs. Votre physiothérapeute travaillera tout d'abord dans un but antidouleur, récupération des amplitudes, puis d'un renforcement musculaire. Il travaillera également la proprioception, c'est-à-dire où est votre corps dans l'espace. Cette physiothérapie se déroulera d'une façon plus passive au départ pour arriver sur une phase plus active avec mobilisation, renforcement et réalisation d'exercices de façon autonome à domicile. La glace et la chaleur sont citées par différentes sociétés qui s'occupent de l'arthrose, pas de recommandation spécifique d'utilisation pour la hanche, ce qui s'explique volontiers par le fait que c'est une articulation profonde. Une étude dans le genou qui n'a pas montré des résultats très probants et aucune étude dans la hanche sur l'application de la glace. L'alimentation a un rôle quant à l'arthrose en général, notamment l'alimentation riche en fibres et riche en antioxydants. On sait que si on ne mange pas trop sucré, pas trop salé, on a une bonne évolution également de l'arthrose qui a été prouvée il n'y a pas si longtemps encore. Et tout ça via un contrôle probablement du poids, du microbiote, qui sera probablement quelque chose qui dans l'avenir fera beaucoup parler de lui, ainsi que de l'inflammation de bas grade. L'acupuncture a également une place, bien que selon des études et des groupements d'études qu'on appelle méta-analyse, il y aurait peu ou pas d'effet sur la douleur et l'affection, mais de nouveau, tout un chacun, c'est une thérapie qui a sa place dans le traitement de l'arthrose. Maintenant, donc, au niveau des médicaments.
Ce qu'on a à disposition, c'est les médicaments antidouleurs de palier 1, 2, 3 qui ont été définis par l'OMS. Palier 1, je détaillerai, c'est en gros le paracétamol et les anti-inflammatoires. Palier 2 et 3, les opiacés faibles et forts. Les patchs, les gels et les gestes locaux infiltratifs, que ce soit de corticoïdes, d'acide hyaluronique ou de PRP. Au niveau du palier 1, donc paracétamol, qui est donc le Dafalgan, il est souvent malheureusement pas suffisamment efficace. Il a été montré efficace dans le genou, mais pas dans la hanche, ce qui fait que dans les nouvelles recommandations, il a été sorti, ce qui fait qu'on se retrouve maintenant avec au final moins de possibilités thérapeutiques qu'avant selon les recommandations. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le Voltaren, l'Irfen, le Tillur, le Ponstan sont efficaces notamment en cas de présence de liquide en intra-articulaire, mais peuvent être grevés d'effets secondaires au niveau de l'estomac, du cœur, des reins. Et ces effets secondaires-là ont été aussi par la suite retrouvés au niveau du paracétamol alors qu'on pensait cette molécule beaucoup plus sécuritaire. On a également retrouvé des problèmes d'estomac, de saignement ou cardiaque. Au niveau des paliers 2 et 3, donc, qui sont les opiacés, donc la morphine ainsi que ses dérivés, les problèmes sont également au niveau des effets secondaires de tolérance, nausées, constipation, les troubles de la vigilance, la somnolence, ce qui fait que c'est plutôt en cas de contre-indication à une prothèse pour tenter de gérer la prothèse ou en attente du geste opératoire, plus que de traitement de fond de l'arthrose en général. Au niveau des infiltrations, on peut utiliser de la cortisone, maximum 3 à 4 fois par an, sous guidage, que ce soit par guidage échographique ou par guidage scopique, donc par radiographie. Les nouvelles recommandations disent qu'il ne faudrait plus infiltrer une hanche sans guidage. On sait qu'il y a une efficacité sur la douleur de maximum 3 mois. Par contre, l'intensité de l'amélioration, de même que sa durée, n'est pas déterminée de façon et est indépendante pour chaque patient. L'efficacité sur la mobilité est plus faible. Et puis, on a donc, en résumé, par rapport aux infiltrations de cortisone dans la hanche, un effet vraisemblable, mais modeste et malheureusement limité dans le temps, nécessitant souvent, malheureusement, la récidive du geste. La viscosupplémentation, donc l'acide hyaluronique, le but est de remplacer le liquide synovial pour améliorer le glissement et tenter de diminuer la douleur. L'efficacité de ce type de traitement est controversée dans différentes études. Une seule société s'occupant d'arthrose propose son utilisation, raison pour laquelle, au vu d'efficacité controversée, les caisses maladies ont décidé de ne pas rembourser ce type de traitement. Et puis, son indication est essentiellement les arthroses débutantes et pas sévères, ou en cas d'arthrose sévère, ici, on veut tenter quelque chose avant une éventuelle chirurgie, dans le cas de comorbidités importantes, comme par exemple les problèmes cardiaques ou diabétiques, qui pourraient être décompensés par la cortisone. Je cite ici le PRP, qui est donc le plasma riche en plaquettes, où c'est son propre sang qui est prélevé avant le geste, centrifugé, puis injecté en intra-articulaire. Ça également, ça existe, mais l'efficacité est controversée. Et puis, c'est non remboursé par les caisses maladies non plus. Et les dernières recommandations sorties de la société américaine parlent plutôt contre son utilisation, en raison de cette faible efficacité. Les biothérapies et les biotechnologies, beaucoup de choses sont en cours de recherche dans l'arthrose, beaucoup de choses sont malheureusement négatives. Différents traitements ont déjà été tentés, comme les anti-TNF-alpha, qui sont donc des biothérapies. C'est des traitements qu'on utilise dans les rhumatismes inflammatoires. Ça a été essayé en intra-articulaire, ça n'a pas montré d'efficacité. L'anti-interleukine 1 n'est pas efficace non plus. Puis le NGF, anti-nerve growth factor, lui a eu un début fulgurant avec une efficacité, mais qui s'est grévé d'une arthrose précoce, ce qui a malheureusement mené à l'arrêt des études. En raison des résultats potentiellement bons, les études ont repris, puis de l'implication très importante, parce qu'on n'a pas beaucoup de traitements pour l'arthrose. Le programme est reparti avec des doses plus faibles, et ce sera peut-être un traitement de l'arthrose dans le futur. Par la suite, ils ont également en cours de développement micro- ou nanoparticules, ce qui permet de mettre à l'intérieur de ces dernières du médicament
et de par là même augmenter le temps de rétention articulaire, et on pourrait imaginer du coup avoir une efficacité de l'infiltration supérieure à 3 mois grâce à ces nouveaux éléments. Nombre de patients qui souffrent d'arthrose prennent différents traitements, dont de la phytothérapie sans forcément passer par leur médecin, que j'ai cité ici. Le seul à être considéré comme un médicament est l'arpagophytum, qui est les griffes du diable, qui est l'arpagomède. Et pour le reste, c'est essentiellement donc considéré comme des compléments alimentaires, donc non vérifiés par les autorités de santé, donc dont la composition n'est pas vérifiée. Tous ces éléments ont fait sujet d'études plus ou moins bien faites, dont les conclusions sont relativement, malheureusement, pas formidables quant à leur efficacité, tant dans la gestion de douleur, et en tout cas pas d'effet sur la progression de l'arthrose. Donc les recommandations, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse face à l'arthrose, et en particulier celle de hanche? Donc une prise en charge globale, centrée sur le patient, individualisée à chacun en fonction de là où on part et de là où on veut arriver, et puis adaptée. Une combinaison d'approches non pharmacologiques et pharmacologiques, une prise en charge souvent et la plupart du temps multidisciplinaire entre le généraliste, le rhumatologue, le physiothérapeute, les médecins en charge du surpoids et les chirurgiens, pour avoir une approche multiple et additive, parce que ce n'est pas parce qu'un traitement ne fonctionne pas suffisamment qu'il faut le supprimer, il faut plutôt l'additionner. Et puis, un enseignement sur l'arthrose et sur les conséquences du poids et sur le bienfait d'une perte de poids, tant d'un point de vue des douleurs que de l'évolution de l'arthrose, l'importance de l'activité physique qui peut paraître contre-intuitive face à une articulation usée, mais le bénéfice de l'exercice face à une potentielle usure prématurée d'une articulation est clairement en faveur de l'activité physique, et puis un soutien global, parce qu'on sait que tout ça n'est pas facile à faire, dont perdre du poids, c'est probablement une des choses les plus compliquées. Une physiothérapie active, les médicaments, palier 1, palier 2, palier 3, comme on a vu, donc le paracétamol, les anti-inflammatoires et les opiacés faibles ou forts, les infiltrations interarticulaires, et tout ça, malheureusement, n'a pas d'action préventive ni régénérative sur le cartilage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les traitements conservateurs de l'arthrose et de l'arthrose de hanche en particulier. Et je suis à disposition pour des questions avant qu'on passe à la présentation de mon collègue. Pas de questions. Pas de questions. On peut passer. Donc je passe la parole au docteur Christophilopoulos qui va parler de la prise en charge. Ça me fait plaisir d'enlever le masque et pouvoir vous parler. Je suis chirurgien orthopédiste ici à l'hôpital Latour. Je m'occupe du domaine de la chirurgie de la hanche, pas que de la prothétique, la chirurgie de la hanche en général. Je n'ai pas de bistouri dans les poches et il n'y en a pas sur mon bureau quand vous venez consulter chez moi. On va parler des options chirurgicales dans le traitement de l'arthrose, de l'indication à recourir à ces options, des différentes méthodes et des résultats. Je ne vais pas m'attarder trop sur la physiopathologie de l'arthrose. En gros, un manque de cartilage, une usure précoce ou pas précoce chez les patients âgés du cartilage. Et pourquoi ce cartilage est important? Parce qu'il assure une bonne transmission des forces à travers l'articulation. Il est élastique, donc les forces sont atténuées, et n'étant pas innervé, quand vous bougez l'articulation de la hanche avec du cartilage, vous n'avez pas mal. Dans l'arthrose, une fissuration progressive de ce cartilage qui devient fragile, s'effrite. Vous arrivez à un frottement qui se fait os contre os. L'os étant innervé, ça fait mal. Et l'os étant une structure rigide, vous avez une transmission qui est anormale des forces à travers les surfaces articulaires. La radiographie nous montre plutôt l'absence de cartilage que quelque chose d'autre. Cette absence est manifestée par un pincement entre les deux parties osseuses, une sclérose car les chocs ne sont plus transmis de manière homogène, des kystes
des ostéophytes et autres. Parfois, il peut y avoir de l'arthrose et on ne la voit pas sur une simple radio. À ce moment-là, on a recours au scanner où on peut voir des signes secondaires d'arthrose ou même à l'IRM. L'arthrose, parfois, ne peut pas être expliquée. On parle d'arthrose primaire. Le plus souvent, on arrive à expliquer sa cause. Elle peut être post-traumatique suite à un vilain accident. Elle peut être liée à une nécrose avasculaire de la tête du fémur, un souci congénital comme la dysplasie, un souci développemental comme l'épiphysiolyse, les maladies enfantiles comme la maladie de Perthes, qui est une nécrose avasculaire chez les enfants, des problèmes d'infection avec des arthrites septiques et un effet néfaste sur le cartilage, des maladies métaboliques, notamment la maladie de Paget, le conflit fémoro-acétabulaire, où on a un problème de discongruence entre la forme de la tête du fémur et la forme de l'acétabulum, et bien évidemment des maladies tumorales ou autres. Quand aucune de ces causes-là ne peut être mise en évidence, on peut parler d'arthrose primaire. Et là, les hommes, je dirais, sont les champions. Il peut y avoir un effet héréditaire. Elle peut être liée à des facteurs comme une activité lourde ou une activité sportive trop intense. Qu'est-ce que représente aujourd'hui le traitement chirurgical de l'arthrose? Eh bien, ça représente environ 2% de toutes les interventions chirurgicales pratiquées. Il y a plus d'1 million de prothèses qui sont mises dans le monde par année, environ 100 000 à notre pays voisin qui est la France. Le chiffre de 10 000 en Suisse a clairement été dépassé ces dernières années, car on a une augmentation d'environ 2% chaque année. Pourquoi on a cette augmentation? Parce que tout simplement, la population vieillit et on a aussi des meilleurs matériaux qui nous permettent de mettre des prothèses aussi chez des jeunes patients qui en ont la nécessité. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une prothèse de hanche? On peut espérer une amélioration de la qualité de vie et aussi aujourd'hui une durabilité. Dans le temps, on disait une prothèse de hanche, ça peut durer 10 ans, après il faut la changer. Aujourd'hui, on a de plus en plus de prothèses qui passent le cap des 15 ans. Et si on veut mathématiquement prospecter sur leur durée de vie dans le futur, on se dit que probablement 58% des patients, selon une étude qui a été publiée dans un journal de renommée internationale, vont avoir un résultat qui va dépasser aujourd'hui les 25 ans. Dans le passé, avec les matériaux qu'on avait, on observait qu'une prothèse mise chez un patient après l'âge de 75 ans avait de fortes chances de durer entre 15 et 20 ans, chez les jeunes, moins. Et là, je dirais que la donne a changé avec des nouvelles méthodes, des matériaux perfectionnés. Mais le patient candidat à la prothèse a aussi changé. Donc, méfions-nous de cette promesse de longévité, parce que dans le passé, on demandait aux patients juste de vivre leur vie de tous les jours sans douleur. Aujourd'hui, les patients qui viennent nous voir avec de l'arthrose sont souvent des patients très actifs qui aimeraient retrouver non seulement une bonne qualité de vie sans douleur, mais aussi leur passe-temps préféré qui peuvent aller de la grimpe, comme vous voyez sur l'image de gauche, jusqu'au ski, je dirais, de très haut niveau, comme vous voyez sur l'image de droite. À noter que ces deux patientes ont des prothèses de hanche. L'indication, qui c'est qu'on opère? On opère un patient qui a mal, on opère un patient qui a une perte de sa masse musculaire ou de la fonction musculaire, un patient qui se plaint de raideur, un patient qui bien évidemment a une radio avec de l'arthrose, on peut aussi opérer les fractures, mais surtout un patient qui a une diminution de sa qualité de vie. Et comment on va juger la qualité de vie? On va juger la qualité de vie avec un score algofonctionnel qui nous permet de relater plein de petits symptômes subjectifs et de créer un outil objectif pour voir si sa qualité de vie est vraiment atteinte. Le challenge, c'est de redonner la qualité de vie en évitant les complications comme les différences de longueur des deux membres inférieurs, les luxations, les fractures, les infections, les thromboses. Les méthodes pour y arriver à un bon résultat, c'est une prothèse cimentée ou non, un couple de frottement qui peut différer selon la personnalité du patient, les prothèses sur mesure pour les patients jeunes ou les patients avec des grandes déformités, les voies d'abord chirurgicales qui se perfectionnent avec le temps,
la navigation ou non, la chirurgie robotisée, la chirurgie minimum invasive. Le challenge avec toutes ces méthodes-là est d'assurer, comme vous avez vu, la survie à long terme de l'implant. Ça, c'est une chirurgie qui a été faite il y a 26 ans en arrière sur le côté gauche, 17 ans sur le côté droit. Il n'y avait ni minima invasif, ni coupe de frottement bionique, ni chirurgie robotisée, et ça a quand même duré autant d'années. Donc, je dirais que, quelque part, oui, les nouvelles technologies, mais aussi oui au bon sens. Dans les coupes de frottement différents, on a fait des expériences avec des couples qui ont été excellents, comme le céramique polyéthylène de dernière génération, des coupes de frottement qui ont créé beaucoup de problèmes, comme le métal-métal, des coupes de frottement qui aujourd'hui deviennent de plus en plus, je dirais, à la mode à cause de leurs bons résultats cliniques, comme le coupe céramique-céramique. De toute manière, quel que soit le coupe de frottement, il y aura de l'usure. Cette usure, du moment où le nombre de particules, notre corps arrive à l'éliminer, est une usure avec une situation qu'on appelle stable. Du moment où les particules produites dépassent la capacité du corps humain de les éliminer, c'est une situation instable. Et dans une situation instable, vous verrez qu'au niveau de la biologie locale autour de la prothèse, on a des dégâts. Ces dégâts sont faits par les différentes cellules de notre corps qui essaient de combattre ces produits d'usure et qui vont créer de l'ostéolyse, donc une fente dans l'os autour de la prothèse. Cette ostéolyse va mener inévitablement au décèlement de l'implant. Et c'est un peu le mode d'échec d'une prothèse de hanche. Maintenant, si cet échec survient 20 à 25 ans après la mise en place, on est content. Si cet échec survient trop tôt, on dit que c'est une prothèse qui a mal fonctionné. Comment on met une prothèse? On peut mettre une prothèse, vous voyez, il y a plusieurs incisions sur le modèle à droite, devant, derrière, sur le côté, plus haut, plus bas. Moi, je dirais que le plus important, c'est de la mettre correctement. Il y a 3 voies d'abord aujourd'hui qui sont utilisées de manière constante dans la chirurgie orthopédique. Il y a la voie postérieure, la voie latérale et la voie antérieure. Et comme vous verrez, chacune a ses avantages et inconvénients. L'avantage de la voie postérieure, c'est un temps opératoire qui est court, une bonne exposition du site opératoire pour mettre en place des implants correctement, et elle est facilement reproductible. Les désavantages de cette voie d'abord, ce sont les luxations, car pour arriver à l'articulation de la hanche, on est obligé de couper certaines structures myotendineuses et les réparer après. Et ce risque de luxation mandate un positionnement des implants qui parfois n'est pas anatomique. La voie latérale, avantage, excellente exposition aussi, reproductible avec des luxations qui sont rares, mais en faisant une voie latérale, on va aller interrompre la continuité de muscles qui sont très importants, non seulement pour l'équilibre à la marche, mais pour la stabilité de la hanche. Donc, on a un désavantage d'un muscle qui sera coupé et recousu, avec un temps opératoire qui est un peu plus long, des douleurs dans la région où on a eu cette voie d'abord, et puis parfois une réaction anormale du corps vers l'agression chirurgicale qui sont les ossifications hétérotopiques. La voie antérieure, avantage, une excellente exposition quand on sait la réaliser correctement. C'est une voie d'abord qui est rapide, avec des luxations qui sont rares. Il y a en principe pas de lésion musculaire chez un chirurgien qui sait ce qu'il fait dans la hanche et une récupération qui ainsi peut être potentiellement plus rapide. Mais le désavantage, c'est la courbe d'apprentissage. Quand on compare les différentes voies d'abord, on peut trouver des études qui montrent des avantages pour chaque voie d'abord. Et moi, je dirais que c'est pour ça qu'il ne faut pas choisir une voie d'abord quand vous choisissez de régler votre problème d'arthrose de manière chirurgicale, mais choisir un chirurgien qui a une bonne réputation. Quand on regarde les différentes études concernant la voie antérieure dans nos mains, on a vu qu'on a pu diminuer les coûts d'hospitalisation en ayant des durées d'hospitalisation plus courtes, diminuer la nécessité de physiothérapie avec moins de patients dans les centres de rééducation et un temps opératoire qui est plus court. On a fait
dernièrement une revue de la littérature sur les derniers 15 ans, comparant les différentes voies d'abord. On a vu que la voie d'abord antérieure, qui est celle que nous pratiquons ici, peut, dans des mains expertes, avoir des avantages, mais dans des mains non expertes, avoir beaucoup d'inconvénients. L'itinéraire à l'hôpital Latour est un itinéraire complet. Ça veut dire que vous arrivez avec un souci de hanche, d'arthrose qui nécessite un traitement chirurgical, vous allez voir votre chirurgien, vous allez avoir un cours avant la chirurgie d'explication par le chirurgien et par les physiothérapeutes de tout ce qui concerne la prothèse de hanche, une chirurgie rapide, une mobilisation immédiate, une sortie rapide de l'hôpital, un suivi par des unités dédiées pour votre pansement, un suivi de physiothérapie dédié en piscine et à sec, et puis, je dirais, un contrôle de qualité du résultat de votre chirurgie par des suivis réguliers chez votre chirurgien, tant à court terme qu'à long terme. La première consultation comporte des radiographies, des scores pour évaluer votre qualité de vie et l'atteinte de l'arthrose à celle-ci, un examen clinique, une explication si chirurgie il y a du geste chirurgical, explication des risques, vous aurez votre date opératoire et un résumé par écrit pour votre médecin traitant. Je ne reviendrai pas au cours préopératoire car mon collègue Guillaume Servant, physiothérapeute, va vous en parler. Je vais parler plutôt du parcours dès l'entrée à l'hôpital. La plus grande partie de nos patients rentrent le jour même à l'hôpital. On évite le stress du soir avant, dormir dans un établissement qui, quand même si c'est un bel hôpital privé, est un endroit qui est assez froid. Vous aurez une unité qui sera dédiée. Vous allez diminuer la charge de travail de tout le personnel en entrant le jour même et puis, bien évidemment, diminuer les coûts de la santé. On arrive au bloc opératoire, vous avez une équipe d'anesthésistes et d'instrumentistes dédiés dans des salles opératoires qui sont dédiées à l'orthopédie. On diminue ainsi les infections, les complications anesthésiques, la charge de travail, les erreurs et puis, bien évidemment, les listes d'attente parce qu'on peut faire plusieurs cas dans la journée dans chaque salle opératoire. Vous êtes remonté dans votre chambre, vous allez voir un de nos physiothérapeutes spécialisés qui va vous mettre debout quasi quelques heures après votre chirurgie. On diminue ainsi les complications liées à l'alitement, comme les thromboses, les escarres et autres. On va faire en sorte que vous ayez l'hospitalisation la plus courte possible, avec le moins de séances de physio nécessaires, et on diminue encore une fois les coûts de la santé. Sortie rapide, pourquoi ? Parce qu'on a moins d'infections nosocomiales. Encore une fois, on diminue les coûts globaux. Et puis, le plan de sortie sera établi déjà avant votre entrée à l'hôpital. Votre opération s'est bien passée, vous êtes rentré à la maison. Vous allez revenir pour la réfection de votre pansement dans une unité dédiée avec des infirmières spécialisées. On diminue ainsi les complications infectieuses et les complications de guérison. Physio, ça c'est notre piscine, qui est un bac en inox. Ça a des avantages énormes en ce qui concerne les bactéries, qui sont très faibles. Et puis, encore une fois, des cours avec des physiothérapeutes qui sont spécialisés dans la chirurgie de la hanche. Suivi à court terme, un contrôle à 1 mois avec une radio. On évalue la nécessité de la poursuite du traitement de physiothérapie ou pas. Et déjà, on vous demande de remplir un score pour voir si la chirurgie a bien marché, non seulement pour le chirurgien et la radio, mais pour le patient lui-même. Suivi à long terme, avec un contrôle à 6 mois, un contrôle à 1 année, un contrôle à 5 ans, et tous les 5 ans, un nouveau contrôle. Pourquoi on fait ça ? Pour être sûr que le moment où votre prothèse montre des signes d'usure, eh bien, on va aller la changer pour éviter les complications de perte de masse osseuse et autres. Et bien évidemment, pour prouver que le patient a été content des soins prodigués par notre équipe. Quelques chiffres pour vous. À l'hôpital Latour, environ 350 prothèses de hanche par année, avec un temps opératoire réduit d'environ 40 minutes, une moyenne d'hospitalisation de 3 jours et demi, un taux d'infection qui est de 0,1%, à savoir que la moyenne nationale est d'environ 1,8%, un taux de luxation qui est extrêmement faible et aussi très peu de nécessité de transfusion. Je termine avec une jolie image
qui résume la prise en charge multidisciplinaire, car vous avez à l'étage tout en bas la physiothérapie, à l'étage de l'entrée la médecine du sport et nos collègues rhumatologues, au premier étage les cabinets des chirurgiens orthopédistes et les 2 étages en dessus les lits pour votre hospitalisation. Merci beaucoup. Alors, on a déjà une première question pour vous, Dr Christophilopoulos. Je vous la lis, elle est assez longue. Alors, c'est Monsieur Sylvain Audier. J'ai été diagnostiqué ce printemps d'une arthrose sévère dans les 2 hanches. Je suis un homme de 38 ans, sportif et sans aucun autre problème de santé. Après avoir effectué de la physio totalement inopérante et subir des douleurs de plus en plus insupportables, je souffrais de douleurs depuis environ 10 ans sans connaître le diagnostic. Je me suis fait opérer cet été de la hanche droite. À présent que les douleurs de l'opération s'estompent, je gagne réellement en mobilité. Avec le temps, je ressens et vois une différence de mobilité de plus en plus forte entre les 2 côtés de mon corps et surtout entre les 2 jambes. Voilà ma question. Devrais-je me faire opérer de la 2e hanche ou puis-je reprendre mon activité sportive? En effet, je crains les effets néfastes des compensations. Cher monsieur, je dirais que la décision opératoire appartient toujours au patient. En tout cas, dans mes mains, c'est le patient qui décide. Moi, j'explique le diagnostic au patient, j'explique les différentes options de traitement, mais le seul qui sait réellement s'il a besoin d'une chirurgie ou pas, c'est vous. Donc, si vous avez un bon résultat avec une prothèse d'un côté, l'autre hanche vous empêche de retrouver votre bonne qualité de vie, il faut aller de l'avant. On avait également une question pour le docteur Fleury, de la part de Yvon. Est-il vrai que les infiltrations peuvent pénaliser une future opération chirurgicale, entre parenthèses, prothèse de la hanche? C'est bon? Alors oui, alors les infiltrations et les opérations, ce qu'on sait, c'est qu'une infiltration proche d'une chirurgie peut augmenter le taux d'infection, raison pour laquelle, après une infiltration, souvent les orthopédistes n'opèrent pas avant 3 à 6 mois. D'accord. Jusqu'à, donc des fois, 1 mois, nécessitant entre l'infiltration de cortisone et l'opération. Donc oui, ça peut pénaliser, mais en termes de temporalité, en lien avec un risque d'infection. Nous avions aussi une autre question de Philippe Guinan. Au début de la première présentation, il a été fait mention d'un lien entre arthrose et maladie cardiovasculaire. Pouvez-vous développer? Alors, arthrose et cardiovasculaire, c'est-à-dire, si on a une arthrose du genou ou une arthrose de hanche et qu'on diminue sa mobilité, comme je vous ai montré dans la diapositive, il y a une diminution de cette mobilité. Cette diminution de la mobilité peut mener à une prise de poids. La prise de poids peut mener à des problèmes de cholestérol ou de diabète. Et le tout, mis ensemble avec une diminution de la mobilité, une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, peut mener à une obésité et à ses complications qui peuvent avoir des conséquences fatales en termes de mortalité. C'est dans ce cadre-là, malheureusement, où on a un cercle vicieux de moins de mobilité, prise de poids, moins de douleur, plus de douleur et un cercle vicieux qui s'installe. C'est dans ce cadre-là que l'arthrose peut être liée aux problèmes cardiovasculaires. On a aussi une autre intervention de Mélanie Sadoun. L'arthrose de hanche, est-ce que cela touche plus les femmes? Non. Autre chose à ajouter? Non. Alors, pour l'instant, c'est tout. On peut peut-être passer à la prochaine présentation. J'aimerais présenter notre prochain collègue, c'est Guillaume Servant, qui est physiothérapeute ici à l'hôpital Latour. J'ose dire spécialisé dans la hanche, car il collabore beaucoup avec nous dans la prise en charge des patients, tant pour le traitement conservateur, pour la phase préopératoire si nécessaire, et surtout pour la phase post-opératoire. Guillaume. Merci. Alors, je vais à mon tour enlever le masque. D'abord, bonsoir à tous. Effectivement, je suis physiothérapeute à l'hôpital Latour. Je remercie d'abord de nous avoir invités pour ce webinaire, pour pouvoir parler de la physio dans ce contexte d'arthrose de hanche. Et puis, j'ai le plaisir aujourd'hui de représenter aussi et de parler au nom du service de physio et de mes collègues de physio et de les représenter, j'espère, le mieux possible. Donc justement, si on parle du service de physio de Latour, pour vous présenter rapidement comment nous sommes organisés, notre chef de service, François Fourchet, a organisé
notre pôle de physiothérapie en différents petits pôles, en différents pôles de spécialités. Alors qu'on a appelé des spécialisations inclusives parce que chaque physio prend en charge tous les patients, quelle que soit la pathologie du patient, mais on a mis en place des groupes de spécialisation de manière à pouvoir augmenter notre compétence dans ces différentes thématiques. Dans les thématiques, on a la cheville, on a un pôle neurologie, on a un pôle genou, un pôle épaule, et bien sûr, on a un pôle hanche, ce qui nous intéresse, nous, ce soir. L'organisation de ces pôles et l'objectif de ces pôles, c'est d'établir des protocoles, de faire des bilans spécifiques, de mettre en place des exercices, d'aller chercher un petit peu dans la science qu'est-ce qui fait aujourd'hui notre spécialité de physiothérapeute dans un contexte qui va être pour nous la hanche et pour les autres pôles de différentes thématiques. Ces pôles, et notamment le pôle de la hanche, ça nous a permis, nous, de développer un petit peu notre compétence autour de cette pathologie et de nous rapprocher des différents acteurs qui sont présents à la tour et de participer, de mettre en place cette interdisciplinarité qu'on trouve entre les différents acteurs de santé au sein de l'hôpital La Tour. Donc, on est effectivement, depuis la création de ce pôle, proche du docteur Christofilopoulos et des chirurgiens, de manière à pouvoir travailler de concert et travailler ensemble, et nous, d'apprendre et d'évoluer à leur côté. Ce pôle hanche, depuis un peu plus d'1 an maintenant qu'il fonctionne, a mis en place des choses, a créé des choses, notamment des protocoles. On a élaboré des documents, on a travaillé sur la prise en charge du patient, réfléchi en fonction de l'évolution de la science, de nos connaissances. On a aussi transmis ces connaissances à l'ensemble de l'équipe, on a essayé de partager ensemble ces connaissances. Et puis, on a pu développer dans le suivi de soins de nos patients la téléconsultation. Alors, on a été obligé, aidé, je ne sais pas comment il faut dire, par cette épidémie de Covid du mois de mars dernier, mais on a essayé de développer cette prise en charge un petit peu différente de nos habitudes par la téléconsultation. Si on parle maintenant d'arthrose dans ce contexte de l'hôpital La Tour, dans le fonctionnement de notre institut, de notre service de physiothérapeute, on va parler alors de la cascade de dégradation de l'arthrose qui a été déjà présentée par le docteur Flory et le docteur Christofilopoulos, qui a été très bien expliqué dans l'article du Temps. Et donc, si on reprend un petit peu cette cascade, on part de facteurs de risque au départ. Ces facteurs de risque, si on n'arrive pas à les endiguer, vont produire de l'arthrose de hanche. On a vu pourquoi, on a vu comment, l'histoire du cartilage et puis de l'usure prématurée du cartilage et de la hanche. Et puis, cette arthrose, quand elle progresse, comme le dit l'article, ou comme le dit le docteur Christofilo juste à l'instant, on va aller jusqu'à la chirurgie, la prothèse de hanche, et puis tous les soins qui vont aller avec. Nous, on a la chance, en physiothérapie, d'être relativement transversal par rapport à cette évolution, puisqu'on va intervenir au niveau de la chirurgie en préopératoire et en post-opératoire dans la prise en charge de nos patients. On a la chance aussi de pouvoir remonter un petit peu cette cascade de complications pour intervenir un peu plus tôt, si possible, sur les gens qui sont déjà diagnostiqués arthrosiques. Et on a aussi la chance et la possibilité de remonter encore un petit peu plus haut pour juguler un peu ce flux de dégradation, remonter tout en haut de cette cascade sur les facteurs de risque et essayer d'intervenir le plus tôt possible pour éviter que nos patients, en tout cas, ou de retarder cette entrée dans ce cercle vicieux de l'arthrose et de l'usure de l'articulation. Donc, on a comme possibilité d'intervenir dans la prévention primaire, c'est-à-dire de réduire la survenue de la pathologie. On peut aussi intervenir dans la prévention secondaire, c'est-à-dire essayer de limiter la progression de la maladie une fois qu'elle est présente. Et puis, on a aussi cette possibilité dans ce qu'on peut appeler la prévention tertiaire, d'accompagner nos patients pour limiter les complications de la chirurgie de hanche et des PTH quand c'est possible. On va commencer notre exposé sur la prévention tertiaire, parce que c'est ici à La Tour où on a essayé de développer cette prise en charge. Alors, notre travail à nous de physiothérapeutes dans la prévention tertiaire autour de la prothèse de hanche, elle est d'agir, comme on l'a déjà dit, en préopératoire, en post-opératoire immédiat, on est très rapidement au chevet du patient, et puis dans la rééducation sur un aspect à plus long terme. Alors, dans l'aspect préopératoire, le docteur Filopoulos nous en a parlé tout à l'heure, on a mis en place, le docteur et 2 de nos physiothérapeutes, Lise Boucher et Marilyn Lironi, ont mis en place des groupes préopératoires de manière à pouvoir échanger avec les patients, avoir un temps pour pouvoir présenter ce qui va se passer, présenter les suites opératoires,
préparer les gestes que nous, on va leur demander de faire, sur lesquels on va essayer d'anticiper. On va avoir ce temps d'échange pour préparer les suites opératoires par l'intervention des médecins dans ce groupe préopératoire et des physios, bien sûr, préparer aussi les exercices, expliquer comment faire un transfert, qu'est-ce qui va se passer, éclaircir un peu tout ce temps post-opératoire. Dans le post-op immédiat, donc une fois que la chirurgie est actée, les patients remontent du bloc opératoire et comme le disait le docteur Christofilopoulos, on essaie d'agir le plus tôt possible. Alors on a des études qui nous montrent effectivement que plus vite on intervient après la chirurgie, donc dès le premier jour, meilleure est la qualité du séjour hospitalier et plus court est ce temps hospitalier. Et donc par rapport au coût médical dont on a parlé juste avant, c'est de toute façon aussi un avantage. Le groupe hanche a donc travaillé sur cette prise en charge post-op immédiat depuis 1 an maintenant et on a élaboré des documents, des protocoles qui sont basés sur la science, sur ce qui a été édité dernièrement, de manière à pouvoir uniformiser au maximum notre prise en charge au sein de l'hôpital Latour dans le service de physiologie. Donc le but, c'est de monter tout de suite après le réveil des patients, c'est-à-dire du moment où ils sont réveillés, ils sont en chambre, on arrive pour faire ce qu'on appelle le premier lever. Donc normalement, les gens se lèvent et marchent si possible le premier jour, le jour de l'opération. Ensuite, à quelques distances de l'opération, une dizaine de jours après, quand la plaie et le pansement nous le permet, quand la cicatrisation est suffisante, on a mis en place des groupes piscines, c'est-à-dire des groupes de rééducation en milieu aquatique. Toujours pareil, avec des exercices et une prise en charge qui est basée sur les connaissances actuelles, qui nous disent qu'on a des bénéfices à se rééduquer en première intention, après une chirurgie de hanche, dans l'eau, en piscine, pour profiter des bienfaits de l'eau, qui sont principalement la pesanteur, et puis éventuellement, dans un deuxième temps, la résistance, pour commencer à faire travailler nos muscles tout en douceur. Donc les bénéfices de ces exercices, c'est la rééducation significative de la douleur dans un premier temps. L'amplitude du mouvement va être facilement gagnée parce que comme on ne porte plus son poids dans l'eau, c'est plus facile de bouger. L'augmentation de la force musculaire, la résistance de l'eau à ce moment-là va aider à mettre de la résistance au mouvement. Et puis une diminution de l'utilisation des médicaments, puisque si on a moins mal, éventuellement, on peut diminuer avec l'accord de son médecin les médicaments. Donc chez nous, les groupes sont assez simples. Une dizaine de jours après l'opération, dès qu'on a le feu vert de la chirurgie, on forme des groupes de 5 à 6 patients. Les séances ont une durée de 30 minutes, accompagnés d'un physiothérapeute, comme on voit sur la photo, qui est en dehors de l'eau et qui va accompagner les exercices de nos patients. On réalise 2 séances par semaine, donc 2 fois 30 minutes par semaine. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir mettre un maximum de mobilité et de mouvement rapidement, sans douleur, pour améliorer la situation et la qualité de vie de nos patients assez rapidement après la chirurgie. Une fois que ce temps post-opératoire immédiat est passé, on se pose alors la question de la prise en charge physiothérapie à plus long terme. Donc, comme le disait le docteur Christofilopoulos, tous les patients n'ont pas forcément besoin d'une prise en charge de physio à moyen terme. La littérature va un peu dans ce sens-là aussi. On a une étude de Naylor qui est parue il n'y a pas longtemps, en 2019, qui nous explique que les patients qui rentrent à domicile peuvent aussi avoir une prise en charge qui peut s'avérer efficace ou plus efficace que la prise en charge au sein d'un centre clinique ou hospitalier comme le nôtre. Et puis, ça diminue le coût de la santé. Maintenant, ce n'est pas vrai pour tous les patients, bien évidemment, et c'est surtout intéressant pour les patients qui ont une évolution non compliquée. Et donc, pour les autres, on a d'autres cas qui nécessitent une expertise de physio. Et donc, c'est cette expertise qu'on va pouvoir développer chez nous au sein de l'hôpital Latour pour 2 grandes catégories de patients. D'abord, les patients qui peuvent présenter des complications. Donc, dans ces cas-là, si des douleurs sont récurrentes, qu'il y a des complications, on les prend en charge ici, en physiothérapie. Et puis, une autre orientation qui peut parfois être intéressante aussi, c'est une prise en charge un peu plus particulière avec des patients qui vont nécessiter ou qui vont demander, en fonction de l'activité, on l'a vu sur les images tout à l'heure, une prise en charge un tout petit peu plus poussée sur le développement de la force, le développement de leur capacité neuromotrice pour avoir un retour à une activité modérée ou modérée importante, comme on l'a vu sur l'image du ski tout à l'heure. Là aussi, on a des études comme celle de Donner en 2019 qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens de la promotion de l'activité physique. Et donc, nous, en physio, on essaie d'accompagner ces patients-là
Et notre expertise va alors orienter soit sur les patients présentant une complication, soit les patients au contraire qu'il faut aider à aller un petit peu plus loin. Sur l'arthrose de hanche, la physiologie de l'arthrose de hanche, si on continue notre cheminement dans le parcours de soins du patient, on va remonter notre cascade de dégradation. On a vu la prévention tertiaire. On va maintenant voir la prévention secondaire, c'est-à-dire agir avant la chirurgie de la hanche. Et donc, on va essayer d'intervenir sur des patients arthrosiques avec une évolution de l'arthrose, soit modérée, soit sévère, mais en tout cas avant la chirurgie. À ce moment-là, nos objectifs, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos patients d'abord, de repousser la chirurgie le plus loin possible en améliorant cette qualité de vie. Et la science nous dit à ce moment-là que la physiothérapie a des effets bénéfiques sur la douleur, sur la fonction de la hanche, la fonction physiologique de la hanche, la qualité de vie, bien sûr, sur la raideur et sur l'équilibre. Donc, si on va un peu plus loin, un des facteurs importants dans l'évolution de l'arthrose, ça a été expliqué aussi par le docteur Fleury tout à l'heure, c'est une réduction de force au niveau musculaire du membre inférieur du patient arthrosique. Donc, la problématique de l'évolution de la force et de la réduction de la force, c'est un facteur de risque qui est important pour l'évolution et l'aggravation de l'arthrose, c'est-à-dire que l'arthrose a des conséquences graves pour l'arthrose. Donc, ce cercle vicieux doit être assez rapidement cassé si possible. On a une corrélation significative entre la diminution de la force musculaire de la hanche et puis la distance de marche de nos patients. Donc, si on veut les laisser dans l'activité, il faut aussi les renforcer. Et puis, on sait aussi, dans d'autres contextes, mais celui-là est vrai dans le contexte de l'arthrose, on l'a vu aussi sur un slide tout à l'heure du docteur Fleury, qu'une faiblesse des extenseurs amène à une augmentation du risque de chute. Et donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, nous, physio, assez rapidement dans l'apparition de l'arthrose. Toujours en se basant sur des études, notamment du groupe de recherche sur l'arthrose, l'ORCI, on sait que le renforcement est un des axes principaux de la prise en charge physiothérapique dans des cas d'arthrose, précoce si possible, et puis moins précoce si on arrive un peu plus tard. Et donc, le centre, le cœur de notre éducation sur les patients qui présentent de l'arthrose, c'est d'abord de les mettre en mouvement et de redévelopper de la force et d'améliorer leur capacité de force. Alors, améliorer la capacité de force, ok, mais sur quels muscles? Alors ça aussi, on a des études qui nous montrent les conséquences de l'arthrose sur les capacités musculaires de nos patients. Juste pour citer une de 2016 de Zacharias, on s'aperçoit que certains muscles s'affaiblissent, notamment les fessiers, qui est un muscle très important dans l'évolution et dans la physiologie articulaire de la hanche. Le moyen fessier, le grand fessier, le petit fessier sont trois muscles qui sont touchés par la réduction de force. Cette étude nous montre aussi qu'on a une modification de l'architecture du muscle avec une infiltration graisseuse qui est un peu plus importante. Et puis, on a une diminution de force aussi d'autres muscles, comme les abducteurs, les muscles qui permettent d'écarter les jambes, et puis les rotateurs internes de hanche, qui sont des muscles qui permettent de la rotation et permettent de la stabilité de la hanche. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas perdre d'esprit que dans notre prise en charge, on doit être le plus global possible. C'est-à-dire que la prise en charge d'un membre inférieur par un physiothérapeute dans le contexte de l'arthrose ne doit pas s'arrêter uniquement à ce que dit la littérature, en tout cas uniquement ce qu'on a mis en évidence sur la littérature sur certaines faiblesses. La prise en charge, elle doit être globale sur l'ensemble des muscles du membre inférieur si on veut être efficace, en ne perdant pas à l'esprit que effectivement certains muscles ont été mis en évidence comme des muscles affaiblis par la pathologie. Mais il faut absolument rester global pour ne pas passer à côté de la physiologie globale du membre inférieur et de notre patient. Alors, quand on fait de la rééducation et du renforcement, on a aussi pas mal d'études qui nous montrent ou qui nous aident à faire un petit peu, à organiser un petit peu nos exercices et nos batteries d'exercices. Le renforcement, c'est aussi la capacité à travailler en force et à gérer cette charge. Alors, cette charge, on sait aujourd'hui qu'il faut qu'elle soit relativement lourde pour être efficace sur le renforcement. Alors, bien sûr, sans tomber dans les excès. Ce n'est pas un excès de musculation qui va aider nos patients en arthrose. Mais par contre, on sait, notamment par des études comme celle qui est sortie en 2020 dans Nature, que si on a une charge qui est supérieure à 60% de l'ARM, c'est-à-dire de la charge maximale que vous êtes capable de soulever une fois, on est dans une rééducation qui est plus efficace que si la charge de travail est inférieure à la moitié de cette charge maximale. C'est-à-dire que si votre charge maximale est de 100 kg, si vous arrivez à soulever 100 kg, eh bien on sait qu'il faudrait travailler au-delà de 60 kg pour être efficace. On sait aussi par d'autres études qu'il n'y a pas que la force qui compte. Il y a aussi comment on active notre muscle et comment on vient amener cette force.
C'est pour ça que le taux de développement de la force est une notion aussi qu'on prend en compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la valeur absolue de la force, mais il y a aussi comment on va utiliser notre muscle, comment on va activer notre muscle pour développer cette force. D'autres études encore viennent en complément de tout ça, nous montrer que le travail aérobie des patients arthrosiques va être important dans leur évolution. Et certaines études montrent qu'une intensité modérée à vigoureuse, jusqu'à 80% donc de cette fameuse RM, peuvent être intéressants pour traiter des patients arthrosiques en fonction bien évidemment de l'évolution de l'arthrose et de la gravité de l'arthrose. L'axe principal, on l'a compris, c'est donc le renforcement, mais il ne faut pas oublier que dans la physiothérapie, on ne fait pas que du renforcement et que les patients arthrosiques ne nécessitent pas que du renforcement et de la musculation, bien évidemment. L'exercice aquatique aussi, comme on l'a vu tout à l'heure pour le post-opératoire, est préconisé aussi en préopératoire chez les patients arthrosiques, pour à peu près les mêmes raisons. On développe aussi des exercices à sec, et puis d'autres techniques comme le yoga, le tai chi, éventuellement le pilate, ont aussi démontré à travers certaines études leur efficacité. Des groupes de réflexion aussi ont été montés, on fait des formations pour les physiothérapeutes dans cette spécificité de la prise en charge de l'arthrose, et c'est le cas du groupe de GLAD, qui est présent en Suisse comme ailleurs dans le monde. Donc, si on reprend un petit peu tout ce chemin thérapeutique qu'on va pouvoir réaliser auprès de nos patients, on s'aperçoit qu'effectivement, l'axe principal, et c'est bien dit dans ces iconographies, l'axe principal, c'est quand même les exercices. Qui dit exercice, dit musculation, comme on l'a vu juste avant. Mais il ne faut pas oublier que si on a un échec de cette prise en charge ou que cette prise en charge voit la douleur être toujours présente, on a aussi des techniques pour lutter contre la douleur. Et on a aussi, si on a toujours cette difficulté à gérer cette douleur due à l'arthrose, recours à nos collègues médecins pour tout ce qui est prise en charge médicamenteuse. Donc la physiothérapie doit coller à l'évolution de nos patients au travers de son parcours de soins. L'axe principal étant le renforcement, mais sans oublier tout l'enveloppement qu'on peut réaliser autour de ce parcours de soins de techniques annexes. Pour finir notre accompagnement dans ce parcours de soins au travers de l'arthrose, si on remonte encore et si on a la chance d'accéder ou de remonter très haut dans cette cascade de dégradation dont on a parlé au début de cette présentation, on peut éventuellement espérer, et on essaye ici de développer ça, intervenir dans la prévention primaire de l'arthrose, c'est-à-dire en amont de l'arthrose, chez des patients qui ne présentent pas encore d'arthrose, mais qui présentent des facteurs de risque. Alors, dans ces facteurs de risque, on les a vus de façon plus détaillée juste avant dans les présentations des deux intervenants antérieurs. On a des facteurs de risque intrinsèques, on a parlé de l'âge avancé, la perte de force, le surpoids, l'obésité, les blessures antérieures, éventuellement, des chirurgies antérieures ou des anomalies architecturales. On en a parlé encore une fois dans la présentation juste avant. On sait que ces facteurs de risque, certains sont accessibles à la physiothérapie et la physiothérapie a une certaine efficacité sur bon nombre de ces facteurs de risque. Et ici, au sein de l'hôpital Latour, avec cette notion d'interdisciplinarité qu'on a développée et qu'on essaye d'enrichir au jour le jour, on essaye de développer cette prise en charge la plus antérieure possible. On a eu la chance et on a la chance de travailler encore tous les jours ensemble sur l'avancée de cette prise en charge. Et on a mis en place avec le docteur Christofilopoulos une batterie d'examens pour agir très tôt sur les facteurs qu'on pourrait améliorer, qu'on doit améliorer pour éviter cette cascade de dégradation. Alors, j'ai la chance d'avoir un projet individuel qui colle très bien avec cette démarche-là. L'interdisciplinarité qu'on a mis en place avec ce secteur de chirurgie a permis aussi au pôle hanche de se rajouter à ce projet-là. Et tous ensemble, on a essayé de réfléchir, mettre en place des choses. Et donc, aujourd'hui, on mesure, on essaie de comprendre un maximum ces pathologies très antérieures à l'arthrose de hanche. On essaye de partager entre nous et de partager entre les différents services afin d'améliorer la prise en charge de notre patient. Le but étant, encore une fois, d'accompagner le plus tôt possible dans ce projet de soins nos patients le plus tôt possible dans l'arthrose de hanche jusqu'à la prothèse de hanche quand malheureusement l'arthrose a évolué. Donc, on a mis en place des documents qui vont essayer de nous accompagner, nous tous, les physiothérapeutes, dans ce projet de soins. Merci beaucoup. Hop, pardon. Hop. Je vous présente quand même l'équipe de physiothérapeutes, une partie de l'équipe des physiothérapeutes de la Tour, et je suis disponible pour les questions. Alors, nous avons des questions. Une première question de Sébastien Moina. Est-il judicieux de prendre en considération la pose d'une prothèse de hanche pour une arthrose naissante à 27 ans?
Alors, je pense que je vais laisser la Oui, la elles sont parole à toutes moi. mélangées, oui. Voilà, c'est ça, parce que c'est plus vraiment de mon ressort. Alors, cher monsieur, je dirais que c'est une question individuelle. Ça vous concerne. Je ne peux pas vous répondre sans qu'un de nous vous ait vu, qu'on ait discuté de votre problème, qu'on ait essayé de comprendre quel est l'impact de cette arthrose dans votre qualité de vie. Je ne peux pas généraliser et dire qu'aucun patient de 27 ans nécessite une prothèse ou que tous les patients de 27 ans avec une arthrose naissante doivent être traités avec une prothèse. Venez voir un chirurgien orthopédiste ou un rhumatologue. Yvan pose une seconde question. Vous avez développé de manière détaillée le parcours d'un patient venant à la tour pour la pose d'une prothèse, mais proposez-vous aussi un parcours en amont, c'est-à-dire une analyse globale de la situation avec, dans un premier temps, d'autres éléments thérapeutiques que la pose d'une prothèse? Autrement dit, proposez-vous cette démarche globale vantée au début de la présentation? Si oui, comment y avoir recours? Bien sûr. Comme je vous ai dit en commençant ma présentation, je n'ai pas de couteau dans la poche ni sur mon bureau. Donc, ça ne veut pas dire qu'un rendez-vous chez moi ou chez le docteur Fleury va se solder par la mise en place d'une prothèse. Le but de votre rendez-vous chez le spécialiste, c'est justement d'évaluer la nécessité ou pas d'un traitement invasif quelconque. Une autre question de Laure Wachter-Robert. Est-ce que vous reportez les opérations de hanche à cause de la situation sanitaire pour laisser des lits pour les patients Covid? Bien évidemment, la Tour participe j'ose dire, au combat contre le Covid aujourd'hui. Au jour le jour, on doit adapter nos programmes opératoires pour, bien évidemment, laisser de la place aux patients qui nécessitent des soins aigus. Cette fois-ci, une question d'une personne qui ne sait pas, qui n'a pas donné son nom. Comment obtenir la RM sur un patient algique et le plus souvent âgé? Alors ça, c'est peut-être à moi de répondre, parce que c'est par rapport à la physio. Effectivement, c'est toujours compliqué. Alors, je vais peut-être enlever mon masque. C'est toujours compliqué chez des patients d'évaluer une RM. On a la possibilité et on a des outils pour évaluer cette RM et notamment faire pas une RM, parce qu'effectivement, dans un cas de quelqu'un en plus qui serait non sportif, c'est compliqué. Mais on a des possibilités d'évaluer des 10 RM, des 15 RM, des 20 RM, c'est-à-dire la possibilité de mesurer quelle charge maximale vous êtes capable de soulever 15 fois ou 20 fois, ce qui fait que la charge maximale sera bien moindre et donc sera acceptable à ce moment-là par rapport au patient. Et puis, on en extrapolera éventuellement l'ARM, ce qui nous permettra à ce moment-là de fixer l'ensemble des soins et des charges choisies sur cette ERM extrapolée. Voilà. Ensuite, une question de François Fourchet. Merci pour votre présentation. Peut-on envisager une reprise modérée du jogging avec une prothèse totale de la hanche? Je pense que c'est à moi de répondre. Je dirais que la prothèse totale de hanche, c'est un capital que vous devez gérer. Vous pouvez gérer un capital en fonction de vos plaisirs ou en fonction de la durabilité de celui-ci. Il n'est pas interdit de courir avec une prothèse. Par contre, il est déconseillé de pratiquer la course à pied de manière régulière parce que c'est prouvé que ça diminue la longévité de l'implant. Donc, sur une balance, votre qualité de vie est prendre le pied avec la course à pied. De l'autre côté, combien d'années va durer votre prothèse? Le choix, il est à vous. Ensuite, une question d'Alexandra Lecadre, 39 ans. J'ai eu une prothèse de la hanche en 2015. Je fais des tendinites du petit et moyen fessier depuis. Quelles sont les solutions? Dans les sources de tendinite du petit et moyen fessier, il y a un éventail de différents problèmes. Je dirais que ça nécessite une évaluation complète, soit par votre chirurgien, soit par un autre spécialiste si vous avez perdu confiance à votre chirurgien, mais ça vaut la peine d'investiguer ça et de trouver une solution. On revient sur la course à pied de Franck Kreuchy. Quelles sont les possibilités de reprise du sport avec une prothèse de hanche, notamment la course à pied? Ouais, je vais rejoindre la réponse du docteur Christo juste avant moi.
Je pense que ça dépend aussi de l'intensité de l'activité sportive que vous allez avoir. Donc, la gestuelle va avoir son importance. On l'a vu avec la course à pied, c'est un choix qui va être au final personnel. Et puis, ça dépend aussi de l'intensité de la course à pied que vous allez faire et puis de votre capacité, vous, à gérer aussi cette activité physique, quelle qu'elle soit. Si vous êtes armé pour, parce que vous êtes suffisamment musclé et vous êtes prêt physiquement à avoir cette activité, je pense que ça se passera dans de meilleures conditions que si, en plus d'avoir une prothèse, vous n'êtes pas suffisamment armé. Donc, on peut éventuellement vous accompagner, c'est ce qu'on fait déjà nous ici à la Tour, dans la préparation de votre organisme et de votre corps à une activité modérée si elle est cohérente et consciente. Nous n'avons pas actuellement de nouvelles questions. Je ne sais pas si l'un de vous veut ajouter quelque chose à une explication. Moi, j'aimerais profiter pour remercier l'équipe ici à l'hôpital La Tour. Ça fait maintenant un peu plus que 5 ans que j'exerce dans cet établissement, que j'ai pu contribuer à la mise en place d'une équipe multidisciplinaire avec des bénéfices déjà de bonheur dans mon lieu de travail, mais aussi des bénéfices que je pense sont notables pour nos patients. Ah, je vois une question, je ne sais pas si on l'a dit au début, toujours de Yvan. Est-il vrai que les infiltrations peuvent pénaliser une future opération chirurgicale? On a déjà répondu. Donc, pas de nouvelles questions. Eh ben, merci à tous d'avoir participé depuis votre domicile à cette... Ah, on a encore une question. Ce n'est pas une question. Alors, un message de Nouria Lopez qui vous dit, qui voulait juste vous remercier, surtout le docteur Christophilopoulos et toute l'équipe de l'hôpital de la Tour. Cette dame vient de se faire opérer lundi d'une PTH et j'en suis déjà ravie, donc une prothèse de la hanche. Je n'ai quasiment pas de douleur, je ne prends plus depuis 2 jours de médicaments. Je vais évidemment bien suivre tout le protocole et être très disciplinée dans ma rééducation. Merci pour tous vos bons conseils et bienveillance. Eh ben, bon rétablissement. Donc, je pense que si on n'a pas d'autres questions, j'aimerais remercier les participants pour le travail à faire toutes vos présentations, remercier les patients et autres curieux qui ont suivi cet événement. C'est la première fois qu'on fait un événement par vidéoconférence. Moi, ce qui me manque, c'est le contact humain, bien évidemment, avec vous, mais je pense que c'est mieux que rien. Donc, courage pour cette période difficile. Merci beaucoup. Merci.